Bonjour à toutes et tous. On est très heureux de vous retrouver ici dans ce bel amphithéâtre du Palais Hirsch à Lyon pour ce congrès de l'Institut des Amériques et pour cette conférence plénière que Antoine Acker, ici présent, nous fait le plaisir de mener à bien. Si ça vous va, sans trop de transition, je vais m'adonner à la présentation et puis ensuite je passerai la parole à Antoine. Peut-être à l'issue de sa conférence, je poserai peut-être une question et ensuite la parole sera à la salle hein, puisque c'est vous qui aurez les derniers mots. Donc n'hésitez pas vraiment à réagir. Antoine Acker est professeur à l'Université de Genève où il enseigne l'histoire de l'environnement. Il est docteur de l'Institut universitaire européen de Florence et il a enseigné, entre autres, dans les universités de Bielefeld, Paris 3, La Rochelle, Maastricht, Zurich et à l'IHEID à Genève. Et il a aussi enseigné comme chercheur invité, enfin, il a visité, disons, comme chercheur invité cette fois, les universités de Berne, Munich et Shanghai. Antoine étudie en particulier la place de l'Amérique latine dans l'histoire de l'Anthropocène, subdivision de l'échelle des temps géologiques proposée à la fin du XXe siècle par les biologistes, chimistes et météorologues Eugène Strömer et Paul-Joseph Crutzen. Cette proposition terminologique désigne une époque de la vie de la Terre débutant avec la révolution industrielle, c'est-à-dire le moment où l'influence de l'être humain sur la géologie et les écosystèmes est devenue significative au point de devenir un des principaux facteurs du changement géologique. Ce qui explique une autre proposition, historiographique cette fois, consistant à apposer au regard de celles qu'on appelle les STS, les sciences, technologies et santé, le regard des SHS, les sciences humaines et sociales. C'est dans cette proposition académique que s'inscrivent plusieurs projets auxquels participe Antoine. Il dirige AnthropoSouth, Latin American Revolution in the Development Century, qui est financé par le Fonds national suisse et qui explore les révolutions énergétiques latino-américaines dans une perspective transnationale. Il co-dirige Lost Cities, un projet collaboratif financé cette fois par la fondation Gerda Henkel sur l'héritage des utopies urbaines dans la région amazonienne. Il est enfin chercheur affilié du Centro María Civil Amerián de Estudios Latinoamericanos Avanzados, CALAS, et du Centre Rachel Carson à Munich. Il a notamment publié Volkswagen in the Amazon, The Tragedy of Global Development in Modern Brazil en 2017 et A Different Story in the Anthropocene, Brazil's Post-Colonial Quest for Oil, 1930-1975, un article paru dans Past and Present en 2020 qui a été salué par la dernière conférence du LASA. Aujourd'hui, Antoine nous fait le plaisir de présenter un aperçu de sa recherche en cours, transnationale, sur les tentatives aux enjeux, on le verra, à la fois politiques et culturels, de réappropriation nationale de la ressource pétrolière par les pays latino-américains et sur leurs liens complexes aux politiques de conservation et à leur genèse. Dans les deux cas, nationalisation et conservation, dans ces deux cas, nous verrons comment l'Amérique latine, cet extrême Occident cher à Alain Rouquier, souvent cantonné à une place périphérique dans les récits adoptant un spectre d'analyse mondiale, occupe cette fois une place centrale, non dans la réception, mais bien dans la conception d'une grammaire mondialisée. Antoine, je te laisse tout de suite la parole. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si ce micro-là, il marche. Je voudrais d'abord remercier à toutes et tous d'être là, et puis remercier le comité d'organisation et l'équipe d'organisation du congrès, en particulier Olivier Châtelain qui m'a adressé en premier l'invitation, Emily Rodriguez, que je connais depuis longtemps, puisqu'on s'est partagé un tout petit poste à La Rochelle en 2014, et depuis je la revois régulièrement et toujours avec beaucoup d'émotion. Et puis Irène Favier, je suis vraiment ravi que tu sois là pour m'accompagner. Et qu'en fait, quand j'ai su que Irène allait introduire la conférence, la première pensée qui m'est venue, c'est que ça devrait être moi qui introduis sa conférence. Ce serait pour moi un grand honneur de le faire et j'espère que j'aurai l'occasion de le faire dans un futur pas trop lointain. Donc je me sens vraiment chanceux et comblé que la conférence se déroule dans ces conditions. Et je vais en profiter pour faire une transition un peu moyenne, mais quand une personne
se retrouve face à une opportunité aussi grande et aussi riche. On dit souvent qu'elle est le roi du pétrole. Comme j'ai parlé de pétrole aujourd'hui, je sais que ce n'est pas l'expression la plus jolie de la langue française, mais elle renvoie en fait à l'imaginaire dont j'aimerais parler et qui a profondément marqué l'histoire des Amériques. Pas seulement de l'Amérique latine, aussi de l'Amérique du Nord, puisque aux États-Unis, le titre de King of Oil revient souvent à John D. Rockefeller, fondateur en 1870 de la Standard Oil, une des premières grandes multinationales, symbole de l'hégémonie du secteur pétrolier sur l'économie américaine et de sa mainmise sur les ressources des territoires producteurs en Amérique latine et en Asie en particulier. L'expression « roi du pétrole » raconte une grande partie de l'histoire du capitalisme moderne. Elle nous rappelle que le combustible de notre système économique sont les énergies fossiles qui ont provoqué le changement climatique et l'anthropocène. Elle nous rappelle le lien entre ce système capitaliste et l'impérialisme mondial américain et sa relation ambiguë, la relation ambiguë de ce système capitalisme avec l'État-nation. Et finalement, l'expression « roi du pétrole », elle résume assez bien aussi le récit véhiculé jusqu'à récemment sur l'historiographie du sujet. C'est-à-dire que l'histoire du pétrole, écrite jusqu'à quelques années, était une histoire d'expansion monopolistique, racontée à partir du point de vue des vainqueurs, des rois, et où les pays en développement ne jouaient qu'un rôle subalterne de réserve de ressources. Et pour rompre avec ce récit, parce que c'est un peu mon objectif aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à m'accompagner dans les archives latino-américaines où on peut rencontrer des reines du pétrole. Et la première reine du pétrole que j'aimerais vous présenter, c'est Petronilla Pimentel. C'est son nom de naissance, hein, c'est un hasard. Une jeune journaliste de l'État de Bahia, dans le nord-est du Brésil, élue reine du pétrole en 1949 dans le cadre d'une campagne pour la création d'un monopole d'État sur les hydrocarbures. Et Petronilla, ce n'est pas seulement une reine de beauté, elle remporte ce concours face à de nombreuses concurrentes grâce à son engagement politique pour la nationalisation du pétrole. Vous la voyez là, elle se rend célèbre 3 ans plus tôt en prenant un bain de pétrole pour un reportage sur le premier gisement à valeur commerciale du Brésil. Le prix, remporté par Petronilla, est un aller-retour à Buenos Aires. Et donc la question c'est pourquoi Buenos Aires ? Parce que le concours s'inspire de l'Argentine péroniste qui a inventé en 1947 l'élection des reines du pétrole et donc qui élit chaque année sa reine du pétrole lors d'une fête nationale parmi les représentantes des divers champs pétrolifères du pays. Dans ce concours, il n'y a guère de suspense parce que ce sont toujours les reines des champs de l'entreprise publique, YPF, dont on voit le logo sur le char, qui gagnent, puis celles des entreprises privées, elles perdent chaque année. Les reines du pétrole exemplifient la multidimensionnalité de l'histoire de l'énergie, qui n'est pas seulement économique, elle est aussi culturelle. On voit ici comment elle s'inscrit dans les normes de genre. Et c'est aussi une histoire politique, parce que l'élection des reines du pétrole couronne un acte de souveraineté, répondant symboliquement aux nationalisations de l'industrie pétrolière qui ont lieu à la même époque un peu partout sur le continent. Et donc c'est l'objet central de ma conférence. L'anecdote des reines du pétrole, elle sert de porte d'entrée pour étudier cet épisode méconnu de l'histoire mondiale qui est la prise de contrôle des ressources par des États postcoloniaux latino-américains. C'est l'avènement de ce que l'historien Kevin Young nomme le resource nationalism, le nationalisme des ressources, l'idée que les ressources naturelles doivent être utilisées pour le bénéfice des nations où elles se trouvent. Vous savez qu'après les décolonisations en Asie et en Afrique, ce principe de souveraineté deviendra un pilier du droit international sous l'impulsion des pays arabes et du Venezuela. Et entre les années 1920 et les années 1970, donc c'est la période que je vais aborder aujourd'hui, l'Amérique latine pétrolière est le précurseur de cette décolonisation économique mondiale. C'est l'époque de la construction des États dits développementistes, qui se caractérisent par des politiques de centralisation, d'interventionnisme économique de l'État, de planification, tout ça empaqueté dans un ethos nationaliste très fort, mais dans un contexte aussi d'économie de marché. Donc, ce qui a amené plusieurs autrices et auteurs à identifier ce modèle comme une forme de capitalisme d'État.
en rupture notamment avec l'idée d'une vocation agraire qui dominait les élites libérales latino-américaines du XIXe siècle. Et vous le voyez sur le graphique, à gauche pour vous, donc à droite, pardon, c'est aussi une période d'industrialisation et de croissance unique dans l'histoire du continent. Et puis du coup, une période de transition énergétique, principalement du bois, vers le pétrole, parce que c'est le pétrole qui nourrit cette industrialisation. Et ici, je voudrais attirer votre attention sur l'aspect environnemental de cette histoire, parce qu'aujourd'hui, les historiennes et les historiens cherchent même à comprendre les origines du changement climatique dans les modèles de transition énergétique établis au XIXe et au XXe siècle. Mais pour l'instant, ils ont surtout discuté du lien entre la mondialisation fossile et du lien entre la mondialisation fossile et la logique de profit du capitalisme anglo-saxon. Donc, je donne quelques exemples. C'est des livres qui étudient l'anthropocène et les transitions énergétiques essentiellement à partir du point de vue nord-atlantique. En abordant cette histoire d'un point de vue latino-américain, je voudrais vous montrer qu'il existait aussi une voie post-coloniale dans laquelle la transition vers les énergies fossiles s'inscrivait dans un discours contre les inégalités mondiales et contre le gaspillage des ressources. Je vais donc commencer par aborder cet épisode des nationalisations pétrolières dans le cadre d'une histoire connectée de l'Amérique latine. Cette histoire implique un rapport spécifique aux ressources, inscrivant la production du pétrole dans un discours de défense du patrimoine environnemental. Et donc je continuerai en traitant de la relation entre pétrole et conservation. Et puis je conclurai en discutant de l'importance de cet exemple pour l'histoire environnementale globale aujourd'hui, et en particulier à l'aune du changement climatique. Donc une histoire régionale, une histoire connectée des nationalisations d'abord. Pour comprendre la dynamique des États développementistes, il est utile de se référer à deux écoles intellectuelles régionales très influentes au XXe siècle. Les structuralistes, ou ce qu'on appelle aussi les cépalistes, parce qu'ils émergent de la CEPAL, la Commission économique pour l'Amérique latine de l'ONU, à partir de 1948. Pour eux, le drame, je résume très très basiquement, pour eux, le drame de l'Amérique latine, c'est son économie structurellement dépendante de l'exportation des matières premières. Et à partir des années 60, il y a les théoriciens de la dépendance, qui s'inspirent et critiquent à la fois les cépalistes, et qui situent cette dynamique d'extraction des richesses naturelles du continent, des richesses minérales, agricoles, forestières, dans la continuité historique du colonialisme. Pour eux, le désavantage structurel de l'Amérique latine dans le commerce international serait un néocolonialisme. Vous connaissez les veines ouvertes de l'Amérique latine, le livre d'Eduardo Galeano. J'ai mis ici cette couverture d'une version anglaise parce que je la trouvais très expressive, qui raconte comment le continent a été inventé et pillé pour les besoins des marchés de l'Atlantique Nord. Donc ça, c'est un livre qui s'inspire de la théorie de la dépendance, qui s'inscrit dans la théorie de l'indépendance. Pourquoi je m'intéresse à ces écoles avant de rentrer dans les éléments empiriques? C'est parce que, comme le souligne l'historiographie récente, elles ont surtout théorisé un diagnostic qui était déjà en place dans la politique latino-américaine depuis le crash financier de 1929 et la division par deux du commerce extérieur de l'Amérique latine. C'est l'électrochoc historique qui illustre cette dépendance et impulse les politiques développementistes. Donc les politiques développementistes commencent avant leur théorisation, d'une certaine manière. Et le cheminement vers ces politiques est aussi lié aux hydrocarbures. Dès 1922, lorsque l'Argentine, après avoir découvert un puits en 1907, est le premier pays au monde à créer une compagnie pétrolière publique, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, donc YPF, on va en reparler. Et le premier dirigeant de YPF, le général Mosconi, voit dans cette nationalisation une occasion de sortir de la dépendance et du désavantage structurel. Il écrit que, désormais émancipés de la domination ibérique, les peuples latino-américains doivent rejeter le capital étranger et préserver les sources de combustible pour leur industrie. Il faut dire qu'YPF émerge dans un contexte latino-américain où les expériences de production pétrolière sont vécues par beaucoup comme un pillage, notamment au Venezuela. En 1918, le romancier José Rafael Pocaterra
décrit ainsi les hommes des compagnies pétrolières comme, je cite, « les nouveaux Espagnols, à la recherche d'une version liquide de l'or », une ressource qui, vous le savez, était au cœur de la colonisation ibérique et de ses systèmes d'esclavage. Et justement, le Venezuela et le Mexique, ce sont à l'époque les deux gros producteurs de pétrole, comme on le voit sur le graphique. Non seulement les réserves de pétrole y sont entièrement entre les mains d'entreprises étrangères, mais en plus, les lieux de production sont gérés comme des enclaves coloniales. La main-d'œuvre locale, on le voit sur cette photo, est exposée au mauvais traitement, à la pollution et aux accidents. Le journal mexicain Sagitario écrit à l'époque, à propos des compagnies étrangères, je cite, « Non content de dépouiller les entrailles de notre terre, elles sucent aussi le sang et l'énergie des travailleurs. » L'historienne Mirna Santiago parle d'un récit de dévastation de la terre qui se propage dans les syndicats mexicains à l'époque pour dénoncer la surexploitation du pétrole. Ce récit devient aussi un lieu commun de la révolution mexicaine qui met fin, en 1911, au régime dictatorial de Porfirio Díaz, accusé d'avoir vendu les ressources et les terres mexicaines au capital étranger. La nouvelle constitution, 1917, fait des richesses du sous-sol une propriété de l'État. Donc c'est une revendication populaire qui s'inscrit ainsi dans la loi au Mexique. Et en Argentine, Mosconi est attentif aux combats qui sont menés au Mexique. Il déclare, je cite, « Ma pensée est allée aux nations sœurs de l'Amérique latine dans le désir de leur apporter l'expérience recueillie durant l'organisation d'IPF. » Et Mosconi, dans ce but, il fait un voyage. Entre 1928 et 1929, il se rend en Uruguay, au Brésil, en Colombie, au Chili, en Bolivie, au Mexique, et tous ces pays l'accueillent comme un héros et le couvrent de médailles. Et dans les années suivantes, il développe aussi un à un des agences fédérales pétrolières sur le modèle argentin. Ce voyage latino-américain est un moment où Mosconi théorise les nationalisations du pétrole comme un projet d'émancipation historique dans la lignée de la décolonisation. Ainsi, en Colombie, il compare YPF à des héros de l'indépendance du continent comme San Martín et Bolívar. Et il précise sa pensée latino-américaine dans un discours à Mexico, je cite, « Semblable à ce grand mouvement continental qui a donné de l'indépendance politique à notre continent, le mouvement pour l'indépendance économique est en cours et s'étendra aux autres peuples de notre race jusqu'à l'établissement de l'indépendance intégrale de l'Amérique du Sud. » Et dans ce concept, il inclut bien sûr le Mexique. En fait, on est dans un moment d'échange transnational où la thématique de la lutte pour l'autodétermination des peuples se cristallise autour de la question du pétrole. D'autant que bientôt un événement fait les gros titres de la presse latino-américaine et vient plus que jamais renforcer cet imaginaire collectif. Et cet événement, c'est suspense, la guerre du Chaco. La guerre du Chaco, c'est une guerre entre la Bolivie et le Paraguay dans le Gran Chaco entre 1932 et 1935, une région de forêt tropicale à la frontière entre les deux pays, convoitée pour son supposé potentiel pétrolier. Derrière cette guerre, qui fait 100 000 morts, et c'est la plus sanglante du siècle en Amérique latine, beaucoup croient distinguer la main invisible de Rockefeller. Une thèse illustrée quelques années plus tard dans un célèbre poème du Chilien Pablo Neruda intitulé « Standard Oil & Co ». Il y parle des pauvres paysans réveillés par la Standard Oil qui leur montre le frère ennemi, et le Paraguay fait sa guerre et la Bolivie, en forêt, s'épuise avec sa mitrailleuse. Depuis, l'historiographie a montré que la Standard Oil est restée neutre dans ce conflit, que le pétrole n'avait pas grand-chose à voir avec, mais l'omniprésence du fantôme de cette guerre dans les débats sur les pétroles latino-américains démontre la centralité de la souveraineté des ressources dans l'imaginaire régional qui est en train de se construire. D'autant qu'en Bolivie, l'opinion populaire responsabilise la Standard Oil pour la guerre du Chaco et le gouvernement militaire socialiste, qui arrive au pouvoir en 1936, crée, sur le modèle argentin, l'entreprise Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, et expulse du pays la Standard Oil pour nationaliser la production pétrolière. Et c'est une première mondiale, un pays si pauvre, si petit, une ancienne colonie, qui expulse une des plus grandes multinationales de la planète.
C'est une initiative qui fait l'objet de soutien de masse. Beaucoup d'organisations la décrivent comme une deuxième indépendance, les syndicats notamment. Et le président Herman Bush la justifie en affirmant vouloir libérer les pays comme la Bolivie de, je cite, leur rôle subalterne de simples fournisseurs de matières premières, en dénonçant l'injuste division du travail entre, d'un côté, et ce sont ces termes, les países campo, les pays agricoles et miniers, et de l'autre, les países máquina, les pays industriels. Donc, pour ceux qui connaissent un peu les théories structuralistes et dépendistes, vous voyez que ce sont des termes qui préfigurent vraiment ces théories. L'année suivante, une grève ouvrière au Mexique conduit le gouvernement de Lázaro Cárdenas à exproprier les installations de toutes les compagnies pétrolières opérant dans son pays, créant le monopole public Pemex. Et c'est une autre première mondiale, parce que c'est une nationalisation d'une ampleur jamais vue dans le monde auparavant, et une nationalisation par le bas, dans le sens où elle va plus loin que les intentions originelles de Cárdenas. On le voit sur ces images, la première image qui illustre l'attente populaire, le peuple qui presse Cárdenas de signer le décret de nationalisation. Et puis, sur la deuxième image aussi, la célébration de cette nationalisation. Et la presse parle alors d'une déclaration d'indépendance économique. Le mot indépendance revient beaucoup. Pour beaucoup de Mexicains, comme on le voit sur cette affiche qui célèbre les 40 ans de la nationalisation, nationaliser, c'est décoloniser. Et ces événements suscitent un grand espoir au Brésil, un pays qui n'a pas encore trouvé de pétrole, mais échafaude déjà des plans s'inspirant des pays voisins. Un décret de 1938 interdit même aux étrangers de rechercher du pétrole et crée le Conseil national du pétrole, dont les cadres et ingénieurs sont envoyés à Buenos Aires et à Montevideo pour s'inspirer des pratiques et des technologies employées sur place. C'est dans ce contexte que le Brésil découvre du pétrole en 1939 et qu'un mouvement pour la nationalisation se met en place, ou Petróleo é Nosso, entre 1947 et 1953. Le pétrole est à nous, qui mobilise des centaines de milliers de personnes, étudiantes, mères de famille, fonctionnaires, ouvriers dans les rues des grandes villes. Une multitude de commissions locales et d'événements publics fleurissent. Et comme Maria Augusta Chibirissa, une des leaders de cette campagne, en témoignera plus tard, les gens se réfèrent aux luttes anti-impérialistes d'Amérique latine et au-delà. L'expérience du mouvement populaire iranien contre la compagnie pétrolière anglo-iranienne est dans l'esprit de nombreux militants, car elle est contemporaine du pétrole est à nous. Cependant, alors que la nationalisation des concessions pétrolières iraniennes est réprimée par un coup d'État fomenté par les services secrets britanniques et états-uniens, le pétrole est à nous est un succès. Il débouche sur la fondation de Petrobras, monopole public du pétrole, en 1953, et le Brésil devient alors le premier pays au monde à débuter la production pétrolière avec un monopole d'État. Le président Getúlio Vargas se couvre alors les mains de pétrole et déclare, je cite, « Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est la consolidation de l'indépendance. Hier, il y a eu l'indépendance politique. Aujourd'hui, c'est l'indépendance économique. » Vous voyez que c'est une déclaration directement empruntée d'un slogan déjà consensuel au Mexique, en Argentine et en Bolivie. Et on voit au passage qu'il y a une vraie tentative de la part de ces chefs d'État populistes de s'approprier ces mouvements dont ils sont rarement les initiateurs. Suivront de nombreuses nationalisations un peu partout sur le continent. Je vous laisse jeter un œil à la carte. Avec des entreprises publiques qui se dotent de raffineries, de systèmes de distribution et d'usines pétrochimiques. Donc on ne fait pas qu'extraire le pétrole, on le raffine, on le produit, on le distribue. Et donc ça constitue un cas, ce serait un peu ma conclusion partielle, un cas inédit dans l'histoire d'États post-coloniaux en concurrence avec des multinationales sur un secteur clé de l'économie mondiale. Ce n'est pas un processus lisse, il y a parfois un fossé entre le discours et la pratique, et je pense notamment à Perón, ce n'est pas le seul sujet où on peut lui reprocher ça. Une étape, ça reste quand même une étape de l'histoire mondiale vers un espace énergétique multipolaire. Néanmoins, un imaginaire commun latino-américain se crée, fortement basé sur l'idée de souveraineté, comme je l'ai illustré plus haut avec l'exemple des reines du pétrole,
Et c'est important de dire que les reines du pétrole sont élues. Et donc, elles sont aussi l'émanation du peuple, d'une certaine manière. Là, je crois que j'ai loupé un slide. Non, il n'est pas là, tant pis. En Colombie, par exemple, j'avais une photo mais je ne la retrouve plus, il y a cette grande grève ouvrière contre Shell dans la ville pétrolière de Barranca Bermeja en 1964. Et donc je voulais vous montrer là des photos que j'ai oublié de mettre dans le PowerPoint, où on voit comme la reine du pétrole, qui est élue, c'est les syndicalistes qui organisent cette élection en Colombie, elle est acclamée par les ouvriers à cette occasion. Et un pamphlet du syndicat pétrolier colombien porte même la citation suivante, je cite, « Shell a l'argent, mais nous avons la noblesse, la diligence et le cœur de nous incliner devant la dignité et la beauté. » Et en fait, le pétrole signifie bien plus que les revenus d'exportation pour les latino-américains. Il est un symbole de l'avenir de la nation latino-américaine et de son autonomie. Et c'est là que j'arrive à ma deuxième partie, pétrole et conservation, parce qu'on voit que ce transfert de souveraineté du capital international vers les États-nations latino-américains transforme aussi les ressources en biens communs nationaux. Et d'ailleurs, les leaders latino-américains, en nationalisant le pétrole, proclament vouloir rompre avec la logique néocoloniale de gaspillage. Le président mexicain Cárdenas considère en 1934 que l'industrie pétrolière ne laisse, je cite, ne laisse derrière elle que des terrains fertiles et des sous-sols appauvris, et veut l'obliger, cette industrie, à maintenir un rythme de production correspondant au volume des réserves. Et ça, c'est encore une revendication des syndicats qui voient dans la conservation des ressources pétrolières une condition à la durabilité des emplois dans le secteur. Et puis, le président vénézuélien, Rómulo Betancourt, en 1948, va plus loin encore en déclarant qu'il faut diminuer la production de pétrole, car, je cite, « L'humanité ne peut pas disposer sans limite des forêts, de la terre, des eaux. Elle doit conserver les richesses de la nature et encore plus les ressources naturelles non renouvelables dont le pétrole est l'une des plus caractéristiques. » Et de fait, les compagnies étrangères en Amérique latine n'ont pas d'intérêt à investir dans la conservation, puisque leur but est d'extraire et de vendre le pétrole le plus vite possible. Mais bien sûr, l'exploitation du pétrole transforme toujours l'environnement, même lorsqu'elle est pilotée par l'État. On peut le percevoir pour le Brésil, grâce à un poème de notre amie Petronilia Pimentel. J'avais promis qu'elle reviendrait. La fameuse reine du pétrole rencontrée au début de la conférence. Elle écrit ce poème en 1948, après sa visite devant le gisement de Candeias, dans la Bahia, mais il est mis en musique seulement 15 ans plus tard, et je vais donc passer sa strophe la plus expressive en affichant la traduction en français. Em Candeias, tudo cheira a petróleo e do grosso massapê que envolve o chão, sufocado de óleo, erguem-se torres majestosas, dominando o canavial, soberbo, reverente, em louvor à grande indústria nascente. Donc c'est une samba, et elle décrit l'émergence de l'industrie pétrolière sur les terres de la canne à sucre, héritée du système esclavagiste dans le nord-est brésilien. C'est une époque où le Conseil national du pétrole, puis Petrobras, pour creuser des puits, construire des tours, des raffineries, des baraques d'ouvriers, exproprient une à une les plantations de la région de la Bahia de Todos os Santos, de la baie de tous les Saints, autour de Salvador. Donc là, j'ai mis en jaune ces espaces, ces plantations qui sont concernées par les expropriations. Et la transformation des champs de canne en champs de pétrole, il faut le savoir, n'est pas vécue comme un acte de dévastation. Parce qu'au Brésil, il y a une longue tradition de critique contre les conséquences dévastatrices des monocultures, de la canne, justement, et du café sur les forêts. Donc c'est la canne qui détruit la nature, pas le pétrole, dans l'imaginaire national. On la retrouve sous la plume de grandes figures historiques comme José Bonifácio, principal artisan de l'indépendance du pays en 1822, et des abolitionnistes de la fin du XIXe. Je pense à André Rebouças, Joaquim Nabuco, qui considérait que le système esclavagiste encourageait la déforestation
et menaçait la stabilité du climat tropical indispensable à l'agriculture et donc à la prospérité du pays. L'épuisement des ressources et l'exploitation des esclaves étaient donc inclus dans la même critique d'un système économique durable dans lequel les veines de l'Amérique latine étaient grandes ouvertes pour les besoins des marchés mondiaux. Et parce que aussi les forêts sont au cœur de la transition énergétique fossile latino-américaine. On le voit sur ce tableau, c'est une transition bois-pétrole. Donc le bois est en jaune, le pétrole est en bleu. Et au Brésil, par exemple, l'industrialisation, c'est d'abord, avant l'arrivée du pétrole, elle s'est d'abord faite par le bois, comme le dénonce lors de la campagne présidentielle de 1945 le candidat Eurico Gaspar Dutra, je cite, « Faiblement doté de combustibles minéraux, nous recourons depuis trop longtemps à nos réserves forestières transformées en fuel pour mettre nos locomotives en mouvement et éclairer nos villes, laissant ainsi nos sols à la merci d'une érosion dévastatrice. » Et je voudrais dire que Dutra sera élu président, ce qui montre qu'il ne s'agit pas là d'une opinion marginale. D'ailleurs, entre les années 1930 et 1950, d'innombrables déclarations de politiques, de scientifiques, d'ingénieurs, de militaires brésiliens désignent le pétrole comme la solution pour préserver les forêts au nom de l'équilibre du pays. Même le Conseil fédéral des forêts, l'institution officiellement en charge de la protection environnementale, fait du lobbying auprès du gouvernement pour accélérer la production pétrolière. Des initiatives similaires ont lieu ailleurs. En 1936, l'écrivain vénézuélien Arturo Uslar Pietri dénonce l'absurdité de la déforestation massive pour obtenir du fioul végétal qui menacerait la stabilité agricole du pays, alors même que le Venezuela envoie son pétrole à l'étranger. Et au Mexique, le monopole pétrolier Pemex se présente comme un agent de la conservation, enrobant activement la promotion de ses produits et de ses filiales dans un discours de protection des forêts. Regardez, par exemple, cette encart publicitaire de 1950 qui enjoint les mères au foyer à échanger leurs poêles à charbon contre des poêles à pétrole. Je cite, « Vous aussi, madame, comme mexicaine, protégez une des plus grandes richesses du Mexique, ses forêts, et contribuer au progrès national en cessant d'utiliser du charbon. » Et il est bien sûr question ici de charbon végétal, donc de bois. Et on retrouve ici la vision genrée du rapport aux ressources que nous avons entrevu avec les reines du pétrole. La féminité est associée à la préservation du foyer et des richesses naturelles en même temps, et sert de véhicule à un appel populaire pour la défense des ressources, érigé en devoir national. Et ce qui est intéressant, c'est que les associations féminines elles-mêmes participent à ce discours. Dès 1941, le Bloc national des femmes révolutionnaires et la Ligue centrale féminine avaient écrit pour demander au président Manuel Ávila Camacho de fournir aux classes ouvrières des poêles à pétrole pour soutenir la protection des forêts. Il faut situer chaque énergie dans son contexte historique et relier sa matérialité à l'expérience des consommateurs. Et donc, pour les latino-américaines de l'époque, le pétrole n'assombrit pas les murs du domicile, il n'est pas malodorant, il n'est pas asphyxiant comme le bois, et donc il n'est pas difficile, dans ce contexte, de transposer à la nation ce que la transition du pétrole vers le pétrole permet de réaliser dans le foyer, c'est-à-dire l'acquisition d'une énergie propre. Il est toutefois important de souligner certains aspects réactionnaires de cette démarche de protection des forêts. En Argentine et au Chili, parce que c'est l'époque des parcs nationaux aussi, en Argentine et au Chili, les parcs nationaux sont souvent des instruments de colonisation interne, contre les Mapuches notamment. Les scientifiques brésiliens blâment les caboclos, ces populations rurales pauvres d'origine partiellement indigène, pour leur pratique d'agriculture sur brûlis. De même, dans sa croisade contre le déboisement, Pemex n'hésite pas à ruiner des coopératives paysannes qui fabriquent du charbon végétal. Ces attaques sont dans la ligne des idéologies développementistes qui, tout en cherchant à intégrer ces identités rurales et indigènes dans les symboles nationaux, considèrent souvent ces communautés comme des obstacles au progrès. De plus, si on fait le bilan de l'historiographie environnementale de l'ère développementiste latino-américaine, on sait que le raisonnement de sauver les forêts grâce au pétrole n'a pas vraiment eu les effets escomptés, c'est le moins qu'on puisse dire. L'historien Germán Vergara a évalué cela sommairement pour le Mexique, et donc il en conclut que oui,
les forêts de chêne utilisées pour le charbon végétal ont été préservées en partie grâce au pétrole, mais que l'offre pétrolière sur le marché domestique a accru la pression sur d'autres forêts, notamment tropicales, à la biodiversité plus fragile, par l'extraction du pétrole lui-même, souvent dans ces régions-là, en accélérant les travaux routiers aussi, la mécanisation de l'agriculture, et puis la distribution d'engrais qui sont de plus en plus pétrochimiques, avec les nationalisations en chaîne. Et les mêmes facteurs, vous le savez peut-être, encouragent la ruée vers l'Amazonie brésilienne au début des années 1970. On peut citer aussi l'Équateur, où l'entreprise publique Petroecuador, avec ses partenaires privés, multiplie les forages en Amazonie depuis 50 ans, avec un impact négatif sur la santé des communautés indigènes. Et donc, pour conclure cette partie, même si l'État développementiste latino-américain engendre, on le voit, une nouvelle pression sur l'environnement, les préoccupations d'indépendance économique permettent aussi, paradoxalement, l'émergence d'une perspective conservationniste, précisément parce que les ressources naturelles commencent à être vues et commencent à être thématisées comme des biens communs nationaux, plutôt que comme des biens d'exportation. Le capitalisme d'État crée un espace de conservation des ressources que les multinationales, avec leur logique de profit, n'avaient jamais fourni auparavant. Et donc, à partir de cette question du rapport entre énergie et conservation, j'aimerais, pour finir cette conférence, tracer quelques réflexions, donc ce sera plus court que les autres parties, et hypothèses sur la manière de penser l'histoire du pétrole latino-américain à l'aune du changement climatique. En abordant un dernier cas, celui du Venezuela, premier exportateur mondial entre 1928 et 1969. À première vue, un contre-exemple parfait à ma démonstration, puisqu'il a les caractéristiques structurelles d'un État rentier. Mais sur la scène internationale, il est un acteur clé du mouvement pour la souveraineté des ressources et contre les majors du pétrole. Donc, en 1960, il fonde l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, aux côtés de l'Iran et de l'Arabie saoudite. C'est un projet d'inspiration anticoloniale dont le but est d'agir pour de meilleurs termes d'échange et dont les membres quadruplent les prix du pétrole en 1973. On ne le dit pas souvent, mais c'est pour la première fois, en fait, en 1973, qu'un groupe de pays du Sud s'impose face à l'Europe et à l'Amérique du Nord, provoquant le plus grand transfert international de richesses non violent de l'histoire. L'OPEP est profondément influencé par la théorie structuraliste et dépendiste et par les expériences de nationalisation latino-américaine. Et en ce sens, le Venezuela est un peu le chaînon manquant entre le laboratoire du développementisme latino-américain et ce nouveau pétro-souverainisme international. La personne qui a eu l'idée de l'OPEP, c'est Juan Pablo Pérez Alfonso, ministre des hydrocarbures vénézuélien. Il est convaincu que le Venezuela doit produire moins de pétrole. C'est son grand cheval de bataille pour réduire sa dépendance. La conservation est conditionnelle à la souveraineté. Il annonce la couleur dès la fondation de l'OPEP en proclamant devant les représentants des États membres, je cite, « La Providence nous a confié une ressource naturelle non renouvelable et ce serait ignorer notre devoir que de ne pas lutter contre son gaspillage. » Il base ses politiques sur un pentagone d'action pour la défense et la conservation du pétrole, qui inclut notamment l'OPEP et un comité pour la conservation des hydrocarbures. Quelques mois avant le choc pétrolier de 1973, son successeur, Pérez La Salvia, avertit lui aussi, lors de la conférence de l'OPEP, que les ressources pétrolières pourraient s'épuiser en moins de 20 ans si les pays industriels continuent à les consommer immodérément. À bien des égards, cette pensée vénézuélienne est le produit de l'incubateur développementiste latino-américain que j'ai décrit dans cette conférence et de son pétronationalisme matiné de conservation. Très symboliquement, Pérez Alfonso, comme beaucoup de ses pairs arrivant au pouvoir au Venezuela après 6 ans de dictature, a mûri ses idées sur le pétrole lors d'un exil au Mexique durant cette période. Et de ce lien latino-américain entre la conservation et l'OPEP, l'historien Giuliano Garavini tire une conclusion provocante sur le climat. Il faut s'accrocher un peu parce que c'est très provoquant, révélant que le choc pétrolier de 1973
a provoqué une décennie de baisse de la consommation de pétrole, absolument unique dans l'histoire de la mondialisation. Donc c'est le petit carré bleu là, que j'ai mis sur le graphique. Et aussi un moment où on a fait monter les énergies non fossiles, les technologies non fossiles. Il affirme que l'OPEP nous aurait fait gagner plusieurs années sur le changement climatique. C'est grâce au nationalisme des ressources, en somme, que nous serions encore capables d'éviter le pire scénario aujourd'hui. Garavini aime beaucoup l'OPEP. Mais ce qui m'intéresse dans cette idée, c'est comment on peut réfléchir à l'histoire des politiques de l'énergie d'une manière nouvelle, en la réinterprétant par rapport à la trajectoire écologique de la planète. Et d'ailleurs, Pérez Alfonso lui-même parlait des pays producteurs de pétrole comme d'une force écologique. C'est son expression. Mais cette force écologique est complexe. Pérez Alfonso voulait qu'elle aille dans le sens de la conservation, mais dans leur obsession d'autosuffisance nationale, les entreprises pétrolières publiques ont aussi repoussé les frontières de l'extraction. Si à partir des années 70, le Mexique redevient un exportateur majeur de pétrole, c'est grâce aux découvertes de Pemex, c'est grâce aux lourds investissements de l'État. Et bien sûr, il faut regarder le Brésil, devenu un des leaders mondiaux du pétrole offshore, grâce à un investissement technologique massif et aux découvertes des gigantesques réserves du Pré-Sal au large de la baie de Rio de Janeiro. Et c'est important parce que du fait de l'épuisement des sources pétrolières conventionnelles, le pétrole offshore est en passe de devenir dominant sur une planète marquée par l'instabilité climatique. Et on le voit ici, le Brésil émerge comme le premier producteur mondial, donc c'est ce qu'il y a en bleu en bas, en passe de devenir le principal carburant, si j'ose m'exprimer ainsi, de la croissance économique de deux géants émetteurs de CO2, la Chine et l'Inde. De la même manière que les influences conservationnistes vénézuéliennes dans l'OPEP auraient, selon Garavini, reculé le changement climatique, on pourrait dire que l'offshore sud-américain pourrait contribuer à l'aggraver en donnant un sursis aux énergies fossiles. Et il est frappant de voir que les puissances occidentales, même si elles participent de ces projets, jouent un rôle secondaire dans cette ligne commerciale qui relie l'Amérique latine à l'Asie. C'est bien sûr qu'une partie du scénario énergétique actuel et il n'efface en rien les 200 ans d'accumulation de CO2 par les pays du Nord-Atlantique, mais il montre que malgré les réformes néolibérales des années 1990, le transfert de souveraineté des ressources symbolisé par le couronnement des reines du pétrole continue d'influencer les rapports de force. Et d'ailleurs, les reines du pétrole sont encore vénérées en Amérique latine. J'ai pu le constater au musée du pétrole de Comodoro Rivadavia, la grande ville pétrolière de la Patagonie argentine, où les visiteurs sont invités à poser en graines du pétrole, ce que bien sûr j'ai fait parce que vraiment c'était trop tentant. Et je vous montre aussi cette deuxième photo de mon doctorant, Lucas Becker, avec son autorisation, je précise, pour vous avertir des risques auxquels on peut s'exposer en travaillant dans mon équipe. Mais le pétro-kitsch latino-américain ne donne pas toujours envie de rire. Dans l'ère du tough oil, ce phénomène qui consiste à aller chercher les dernières réserves de pétrole dans les environnements les plus fragiles, le pétrole même national commence aussi à être dépeint comme une menace pour la souveraineté de la nation et la pérennité de sa nature. L'année dernière, une collègue argentine m'a envoyé une image qui fait le tour des réseaux sociaux en protestation contre les forages menés par YPF et Shell et Equinor au large de l'Argentine. Le pétrole s'échappant du derrick, ici, est représenté comme une souillure sur un symbole national, la fameuse baleine australe du billet de 200 pesos. Et à côté, j'ai montré le derrick comme symbole de prospérité et de souveraineté à l'époque des reines du pétrole. Le tragique déversement de pétrole qui a eu lieu l'année dernière dans un parc national de l'Amazonie équatorienne illustre lui aussi le paradoxe du tough oil, car ce dernier est en partie le produit historique du pétronationalisme, mais il signe aussi le retour d'une logique de dévastation de l'environnement latino-américain au profit des marchés d'exportation. Aujourd'hui, la tendance, c'est les joint ventures, en fait, entre les entreprises pétrolières d'État et des grandes multinationales, de plus en plus chinoises d'ailleurs. Donc, est-ce qu'on est en train de revenir aux veines ouvertes ? Peut-être. Mais pour conclure, je voudrais quand même insister sur la singularité de cette histoire du pétrole latino-américain.
un transfert de souveraineté des ressources qui embrassait tout un continent et qui a montré une voie pour le développement du capitalisme d'État dans les pays du Sud. C'est une histoire de transition énergétique aussi qui est différente du modèle européen, états-unien que nous considérons habituellement comme le modèle qui se serait répété partout dans le monde, et une histoire qui met en évidence de manière très forte, et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important par rapport à les tendances du réchauffement climatique aujourd'hui, le rôle d'États comme la Chine, etc., de quel point de la relation ambiguë, mais aussi entrelacée entre l'État et le capital pour faciliter l'accès humain aux ressources terrestres. Donc je vais m'arrêter ici et j'espère qu'on a un petit peu de temps pour en discuter. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup. On a peu de temps parce que dans un quart d'heure, et j'en profite pour vous y inviter, a lieu l'inauguration de l'exposition au premier étage. Et donc je vous propose de passer tout de suite la parole à la salle pour qu'on puisse y réagir à la conférence d'Antoine. Bonjour à tous et à toutes. Raimundo, de l'Université fédérale du Rio Grande do Norte, au Brésil. Merci beaucoup, Antoine, pour la présentation extrêmement intéressante et nous provoque plusieurs questions sur le passé, mais aussi sur le présent. Et donc, c'est là que je vais faire une petite question pour savoir comment est-ce que vous pensez les rapports entre cette réalité historique-là que vous avez étudiée et les mondes présents qu'on vit, dans lesquels un nouveau système avec un modèle pareil s'impose dans la transition énergétique et la production d'énergie, la source et la recherche aux matières premières à nouveau comme une priorité, cette dispute de est-ce que les Amériques sont pensées par le monde entier comme un endroit des matières premières, est-ce qu'elles vont s'imposer à faire une résistance, est-ce que cette résistance, comme dans le cas qu'on a vu, parfois elle nous semble plus durable qu'elle est vraiment. Comment est-ce que vous voyez ces jeux entre résistance et répétition de l'histoire dans ces moments historiques que vous avez très très bien nous présentés et qu'on est très ravis de bien connaître à partir de ta recherche et les moments qu'on vit actuellement. Bonjour, je me permets de compléter. François également de la même université fédérale du Rio Grande do Norte. Puisque Raimundo parle du temps présent, peut-être une question un peu plus spécifique sur la question du pétrole offshore dans Namapa. Est-ce qu'on aurait là un potentiel conflit au sein même du gouvernement brésilien? Puisque si j'ai bien compris, Lula serait plutôt favorable à l'exploitation de ce pétrole offshore. Et Marina Silva, ministre de l'écologie, pas vraiment. Donc voilà, si tu peux un peu développer sur cette question-là. Est-ce qu'il y a une autre question? J'en profite pour vous signaler un atelier qui va être consacré aux marges extractives plus tard dans le congrès. Donc on aura l'occasion de redébattre là-dessus. Oui, merci pour la présentation. Michael Stambolis de l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Pardon, Michael Stambolis, Toulouse-Jean Jaurès. Vous avez parlé d'anthropocène, donc dans l'intitulé, et pourtant votre présentation porte sur le capitalisme et il existe le concept de capitalocène. J'aimerais bien savoir si vous avez décidé de ne pas utiliser le terme capitalocène et si oui, pourquoi pas. Peut-être Evelyne, et puis après on... Merci beaucoup pour la conférence, très très intéressante. J'avais une question un peu plus historique sur le lien qu'on pourrait trouver entre les relations entre ces différents pays à peu près aux mêmes époques que tu évoques, enfin au début du XXe siècle, autour de l'indigénisme. Est-ce qu'il y a, enfin, comment on pourrait interpréter le lien entre ces relations, en particulier entre le Mexique, le Pérou, moi je connais plus Mariátegui, etc., et cette autre relation autour du nationalisme du pétrole. On fait une première salle de réponse et puis peut-être on pourra prendre une deuxième et dernière tournée de questions si ça vous va. Je vais donner des réponses très courtes. Je vais commencer par la plus grande question qui est celle du capitalocène versus anthropocène. En fait, je pense qu'on a beaucoup posé la question
est-ce que l'histoire de l'Anthropocène, c'est l'histoire du capitalisme? Est-ce que c'est le capitalisme qui a engendré l'Anthropocène? Et je trouve dommage qu'on se pose jamais... Je pense que c'est une question très, très moderniste, contemporainiste, en fait. On ne se pose jamais l'autre question, en fait. Est-ce que le capitalisme n'est pas un enfant de l'Anthropocène? Dans le sens où l'Anthropocène, même si on peut le dater en 1750 ou en 1950, ou certains le datent il y a 15 000 ans, etc. Il y a beaucoup de débats là-dessus. Mais au fond, il est le résultat d'un très long processus de domestication de la planète et des espèces non humaines par les êtres humains, et dont par exemple une étape très importante est la révolution néolithique. Enfin, j'essaie de m'intéresser à ces époques-là aussi parce qu'elles disent beaucoup de ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui est intéressant avec la révolution néolithique, c'est qu'on y voit apparaître les formes d'accumulation des richesses. Déjà, c'est le moment où on commence à stocker le blé. C'est ça qui permet d'organiser des systèmes politiques aussi, de sédentariser les sociétés, d'organiser des hiérarchies politiques. C'est le moment où apparaît la division, le travail forcé, la division des genres dans le travail, autant de phénomènes sur lesquels le capitalisme va s'appuyer, en fait, et dont le capitalisme est une forme de manifestation moderne. Donc, en fait, mon idée, c'est d'essayer de s'inscrire dans une histoire de temps long où l'exploitation des êtres humains, certaines catégories d'êtres humains par d'autres êtres humains, a toujours été liée à l'exploitation de la nature à une échelle toujours plus importante. Et en se limitant au terme du capitalocène, on se prive, à mon avis, de cette contextualisation de temps long. Et la deuxième question, je vais répondre à la question sur la manière dont l'histoire se répète, et notamment dans le cadre des transitions énergétiques dites propres. J'ai vu là, c'est intéressant, hier, le nouveau projet du gouvernement chilien d'une nationalisation, l'industrie nationalisée de l'extraction et de la transformation du lithium, voilà, qui répond aux demandes des transitions énergétiques non fossiles en partie, et de la création d'une société non fossile. Et on voit que finalement, ça soulève les mêmes questions que le pétrole à l'époque, avec les mêmes réponses, puisque la gauche qui tient plus à la conservation, etc., considère que l'État va pouvoir gérer cela de manière beaucoup plus durable, d'une part, et de manière beaucoup plus juste et en redistribuant, etc. Mais effectivement, ça ne résout pas la question des veines ouvertes, en fait, et la manière dont le projet politique latino-américain continue à s'inscrire encore et toujours dans un positionnement, dans l'idée d'avoir la meilleure position possible dans ce rôle d'exporteur de ressources, en fait, pour les marchés mondiaux. Et puis, l'idée, c'est toujours, il faut penser... chaque transition énergétique a ses problèmes, en fait, et l'Anthropocène ne se caractérise pas seulement par le changement climatique. L'Anthropocène, c'est un changement d'échelle, une augmentation exponentielle, en fait, de notre rythme et de l'intensité de l'exploitation de la nature. Donc, ce n'est pas en éventrant les sous-sols qu'on va stopper l'Anthropocène. Ce n'est pas en créant de nouveaux déserts pour pouvoir extraire du lithium ou d'autres minéraux à une échelle qui devrait remplacer notre usage du pétrole aujourd'hui, donc une échelle absolument gigantesque. Ce sera peut-être que ça nous aidera à réduire un peu le changement climatique, mais ça créera des problèmes extrêmement préoccupants pour la planète, de toute façon. Et sur l'AMAPA, j'ai bien suivi ce débat récemment. Je suis assez atterré parce que, surtout, ce qui s'est passé, c'est très intéressant. C'est Randolph Rodriguez, qui prétendument est un écologiste, qui vient du parti de Marina, qui vient aussi d'une tradition de gauche dépendiste, en fait, le PSOL, qui reprend beaucoup ces idées de réappropriation nationale des ressources, etc. Et puis qui, pour pouvoir bénéficier dans son État, la MAPA, où il a besoin d'électeurs, des royalties du pétrole, a complètement retourné sa veste en utilisant vraiment le même discours, certes que Vargas, mais aussi que le régime militaire à l'époque des projets de perforation en Amazonie au début des années 70. Donc c'est vraiment difficile de sortir de cet emprisonnement de la dépendance au pétrole, en fait, et tout l'attachement culturel de cette dépendance, en fait, qui s'est développé au XXe siècle, dont j'ai parlé, rend le pétrole un peu intouchable, dans le sens où
même pour des écologistes dans le gouvernement Lula, et après tout ce que Lula a dit sur la protection de la nature, on ne peut toujours pas, même avec Marlena Silva à l'environnement, on ne peut toujours pas critiquer le pétrole et considérer que forer du pétrole d'Amazonie, c'est dangereux. Ça en dit beaucoup sur l'attachement culturel profond. En fait, le discours, la manière dont on a pu mobiliser une société aussi massivement derrière un projet de transition énergétique. Et c'est bien dommage, parce que je trouve que cette mobilisation très rapide et très massive d'un continent entier derrière une identité énergétique qui la rendait fière d'une certaine manière, c'est un bel exemple de ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour un grand projet collectif de sobriété énergétique autour de la défense d'autres biens essentiels latino-américains, comme par exemple les forêts tropicales. Et enfin, l'indigénisme, je pense que c'est... pour moi, comme je ne suis pas trop spécialiste du 19e, je vois ça un peu de loin, mais il y a un passage, fin 19e, début 20e, d'un idéal panaméricain à un idéal latino-américain, je pense. Et j'inscrirais le mouvement indigéniste, la promotion des identités indigénistes et le pétrole un peu dans cette même tendance, pour avoir une réponse très courte. Est-ce qu'il y a une envie particulière? Voilà. Allez-y, ce sera la dernière question. Merci beaucoup pour votre exposé, mais il donne l'impression que ce modèle développementiste national était viable. Or, le peuple ne vit pas de pétrole. Si j'étais vénézuélien, et du coup, la question que vous n'évoquez pas, c'était la contrepartie du CEPAL, c'était l'industrialisation. Ce qui m'amène à la deuxième question qui rejoint la question précédente. Le pétrole est exporté. Et les pays latino-américains ne sont pas dominants. Ce sont tous les pays consommateurs qui fixent le rythme. Et cette dépendance, elle reste très durable. Et c'est ça qui va, à mon avis, fracasser l'élément. Donc, je vois bien votre élément d'observation. C'est une très riche histoire, mais il faut la compléter par l'histoire de l'installation internationale. Et je me demande si ce n'est pas ça la grande question. Alors, dernier point, vous semblez imaginer qu'on a frôlé une Amérique latine qui aurait exploré un modèle alternatif à celui de l'envol asiatique. Et ça, en termes techniques, ça n'a jamais été le cas. Alors, dernier point, je voulais féliciter, vous avez dit que le projet développementiste existe avant la théorisation. Mais justement, cette théorisation n'a pas permis de surmonter les difficultés matérielles. Non, mais merci beaucoup en tous les cas, très stimulant. Je suis d'accord, c'est pour ça que je parle beaucoup d'imaginaire, en fait, avec un fossé très large entre la pratique et l'application. Il y a une toute dernière question. Et on aura l'occasion d'en discuter autour de plus tard. Merci beaucoup pour cette approche historique. Et je voudrais rebondir sur cette affaire de dénomination. Alors, je suis géologue. Je travaille actuellement en Amérique du Sud pour essayer d'impulser l'utilisation de la géothermie, notamment en liaison avec la mine de lithium. Oui, il faut mettre des mots sur les choses parce qu'on ne sait pas nous faire autrement. L'Anthropocène, le Capitalocène, c'est déjà dépassé. Je veux dire, il faut regarder plus loin. Et plus loin, il faut suivre Erhardt. Erhardt, dans les années 50, a défini la rhexistasie en opposition à la biostasie. La biostasie, c'est l'état de la planète à l'optimum holocène, par exemple, où elle était quasiment verte d'un pôle à l'autre. Et la rhexistasie, c'est la perte de contrôle du vivant sur sa planète. Et là, on est en plein dedans. On est en plein là-dedans. Donc, il faut vraiment repousser ses limites. Alors, l'épisode pétrole est très intéressant parce qu'il est tout à fait révélateur et porteur d'une gabegie énergétique énorme. C'est une gabegie énergétique invraisemblable, celle des 2 siècles passés. Et on est toujours dans cette logique-là. Donc il faut chercher à en sortir, c'est vital. C'est vital. Et bon, les chemins sont difficiles parce que ce qu'on voit, notamment si je reviens sur la question du lithium, c'est pas une mine très polluante. En fait,
Par contre, les besoins énergétiques sont relativement importants. Il y a une conscience qu'il faut prendre aussi, c'est que dans la doxa climatique, on met tous les mots sur le carbone, enfin sur le CO2, qu'on est capable de taxer, c'est bien pratique. Mais enfin, on est dans une logique de la poule et de l'œuf entre la température et le CO2. Et le vrai problème, c'est la rexistasy dont parlait Erhard, et la désertification accélérée de la planète. Et ça vaudrait le coup qu'on nomme notre ère, notre époque, le Rexistocène. C'est plutôt là où on est actuellement. Voilà. Merci beaucoup. Antoine, tu veux réagir peut-être? Je prends ça comme un commentaire. Comme un commentaire, Merci. ok. Merci à tous pour votre écoute. À toi, Marion, pour ta patience. Gérer le temps, c'est pas ma tasse de thé. Et je vous dis à tout de suite, du coup, pour l'exposition. Merci encore et bravo, Antoine. Merci infiniment. Ah oui, peut-être un mot. Je voulais prendre juste une minute pour remercier très chaleureusement les collègues du comité d'organisation qui ont rendu tout ça possible. Ça a été un travail de fourmi, donc merci à eux aussi pour tout ça. Merci.